On m'a dit que j'étais une emmerdeuse. Et tu sais quoi? J'ai longtemps cru que c'était vrai. Parce que dès que j'ouvrais la bouche, je dérangeais. Dès que je posais une limite, je devenais ingrate. Dès que je disais non, j'étais trop exigeante. Alors, j'ai tenté de mettre un masque et surtout d'apprendre à me taire. Parce que derrière cette étiquette, il y a la peur d'être jugée, exclue, rejetée du groupe. Mais si en réalité derrière ce mot, il existait plusieurs visages et surtout une clé de conscience. Et peut-être que tu t'y reconnaîtras aussi. Aujourd'hui, je vais te parler de cette chieuse, de cette emmerdeuse et de ce qui se cache derrière et de ce qui se joue derrière. D'abord, c'est ce malaise d'être celle qui parle. Tu sais, la petite voix qui ose dire ce que plus haut, parfois ce que les autres pensent tout bas. Celle qui vient casser les codes, qui dérange. Parce que derrière, je t'en parlais en introduction, il y a ce besoin d'appartenance, cette peur de casser l'équilibre du groupe. Par exemple, celle qui ose dire quelque chose qui ne va pas alors que tout le groupe semble unanime, par exemple dans le cas d'un accompagnement de groupe ou autre. C'est aussi celle qu'on va décrire comme étant exigeante, ingrate. Mais quand tu oses découvrir, exprimer ton ressenti, tu découvres des ponts. On peut parler de tout, et surtout de sujets un peu dits tabous. Par exemple, en discutant avec des personnes qui ont des ados aussi, je me suis rendu compte qu'une maman parlait d'enfants qui se lèvent au milieu de la nuit, à 2 heures du matin pour aller manger, pour descendre le frigo. Et c'est des débats que nous avons aussi à la maison et des sujets de discussion. Mais si tu ne le dis pas, les autres vont penser que eux ne sont pas non plus normaux, que les autres sont parfaits et que c'est chez nous qu'il y a une défaillance. Alors qu'en fait, en parlant, en ouvrant ce dialogue, on découvre des ponts. Et quand cette maman parlait de ça, je l'ai regardée du coin de l'œil, j'ai souri, j'ai dit, je connais. Et c'est ça aussi que ça crée, de libérer cette parole, de se rendre compte que d'autres le pensent aussi, ou le vivent, ou le ressentent, et qu'en fait, on n'est pas seul à vivre ça. Je vais maintenant te parler de deux archétypes de la chieuse. Le premier, c'est la chieuse râleuse. Tu sais, imagine, tu es en réunion d'équipe et c'est toujours la même qui va la ramener. Tu sais pertinemment que quand elle va lever la main, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois, et sans doute pour ressasser toujours les mêmes choses. Ça ne va jamais, quoi qu'il se passe. Elle est toujours négative, pessimiste, ou pense que l'audience est là pour elle, que pour elle. Elle existe aussi dans les réunions de parents d'élèves. Tu sais, c'est elle qui va lever la main en fin de réunion et qui va faire un cas particulier devant tout le monde et qui monopolise l'attention. Elle n'a aucun souci à prendre la parole. Elle l'assume pleinement. Les regards vont se porter sur elle et elle le sait. Mais c'est quelque chose qu'elle va rechercher. Parce qu'en fait, elle a besoin d'être vue dans son mal-être. Elle n'est pas heureuse dans sa vie, elle subit sa vie. Elle a arrêté de rêver. Et surtout, elle n'a pas envie que les autres rêvent non plus. Donc elle essaye d'emmener les autres dans leur univers. Typiquement, c'est quelqu'un qui n'aura pas de solution. Ou quand on lui apporte une bonne nouvelle, ouais mais ouais ok, ça ok, mais regarde, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et ça encore. C'est quelqu'un qui va être vraiment là-dedans. Quand on lui propose voilà, des alternatives, qui va toujours ramener à ça. La blessure derrière, c'est un besoin d'attention, c'est un besoin d'être vu. C'est un mal-être non reconnu qu'elle-même ne voit pas forcément. Elle n'est pas heureuse dans sa vie, mais elle ne va pas forcément le reconnaître. C'est plutôt c'est comme ça, ou ça changera jamais. C'est quelqu'un qui, quoi que tu lui apportes comme information, comme solution, comme aide, qui ne va pas, du coup, saisir pour essayer d'avancer. Donc, elle est dans ce truc, dans cette mélasse, et elle y reste. Et elle y reste, et elle veut qu'on la voie là-dedans parce qu'elle est dedans et qu'elle a ce besoin d'être vue. Dans un cadre professionnel, managérial, quand on recrute ce type de personnalité, il était intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on va recruter ce type de personne et peut-être
enfin peut-être d'ailleurs, à se remettre en question sur quelle est sa technique de management. Est-ce que j'ai fixé aussi mes limites avec ce type de personne sur ce qui rentre dans le cadre professionnel, ce qui ne l'est pas? Sur est-ce que j'ai assez aidé à trouver une motivation pour cette personne? C'est peut-être juste quelqu'un qui est démotivé et qui ne croit plus en rien, mais peut-être qu'en réallumant quelque chose, en lui redonnant envie, en trouvant vraiment ce qui peut faire sens pour elle, on peut la faire évoluer, changer de regard et sortir un peu de cette mélasse. C'est aussi effectivement parfois de cadrer, d'être plus ferme et qui permet de prendre moins de place dans cette mise en avant, mais de manière négative et qui peut du coup aussi avoir des incidences sur les autres et plomber l'ambiance. C'est aussi, lorsqu'on arrive dans une équipe déjà constituée, qu'on n'a pas du coup choisi ou recruté chaque personne, c'est aussi de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe au mieux. C'est comment elle, est-ce qu'il est possible de l'aider, de l'accompagner à pouvoir prendre du recul, ou en tout cas à pouvoir animer ou rendre quelque chose de pétillant en elle, dans ce travail ou ailleurs. Et c'est aussi faire en sorte que ça soit possible ou non de ne pas non plus plomber l'ambiance générale, de ne pas non plus rendre les autres aussi négatifs, de voir toujours ce verre à moitié vide. Dans la famille, c'est aussi un petit peu pareil. C'est comment est-ce que ah mais toi, tu vois toujours tout noir. Oui, mais toi, tu critiques toujours tout. C'est cette personne un petit peu, voilà, que l'on voit comme négative et qu'on veut pas trop. Donc soit on la met de côté, soit on la laisse faire. Il y a un petit peu les 2 qui se jouent. Mais c'est déjà de voir ce schéma. Ce type de personnalité peut avoir besoin d'une personne extérieure pour justement retrouver ce pétillant. Ou à un moment donné, voir ce schéma. Et c'est ce que je t'explique après sur comment est-ce qu'on peut évoluer par rapport à ça. Je vais maintenant te parler de la chieuse blessée. C'est celle qui s'est tue pendant très longtemps, qui a justement eu ce masque de se taire, et qui, suite à des accumulations, explose. Moi, j'ai été longtemps femme, parce que très petite, on m'a dit, tu déranges. Ce que tu dis gêne. On ne parle pas de ça. On ne s'exprime pas de ses émotions et on ne pleure pas ainsi. Donc on se tait. Et donc j'ai appris moi à me taire avec ce masque de et tu te prends des remarques, tu te prends des réflexions, tu te prends des et t'es toujours là. Et tu sais pas comment le gérer émotionnellement. Et puis à un moment donné, bah ça explose. À un moment donné, c'est le pétage de plomb de mais il y en a marre. Et les autres ne le comprennent pas et ne peuvent pas le comprendre parce que c'est une explosion. C'est tout ce ras-le-bol. Elle dérange non pas par plaisir ou pour s'auto-centrer sur elle-même, mais elle dérange parce que c'est sa douleur qui prend absolument toute la place. Elle est complètement envahie par ça. Après, bien sûr, il y a ce côté et merde. Parce qu'en face, forcément, ce n'est pas bien accueilli. Parce qu'on ne comprend pas, parce que ça semble disproportionné par rapport à peut-être un tout petit déclencheur. La blessure derrière, c'est cette peur aussi du rejet. Tellement peur d'être rejeté qu'on se tait. Qu'on ne dit surtout pas des choses qui peuvent nous déranger ou qui peuvent nous avoir blessés. Donc on les garde. Et ça se cumule, et ça se cumule, et à un moment donné, ça explose. Cette blessure aussi d'injustice qui se cristallise, et ce besoin vital d'être enfin entendu. Et vu qu'on ne sait pas comment le faire, comment le dire, eh bien ça passe par ces vagues d'émotions qui explosent pour se faire entendre, et qui du coup ne le sont pas entendues. Donc ça alimente encore plus le bah quand je parle, on m'écoute pas, on me dit encore plus de me taire, on me dit que je suis une emmerdeuse, on me dit que je suis jamais contente, et voilà. Et on rentre dans ce truc un peu cercle vicieux. Mais bien sûr, il y a d'autres manières d'avancer. On peut choisir de vivre toute sa vie avec des œillères. Mais ce sont nos propres œillères. On a le choix de les mettre ou de les enlever. L'aveuglement m'a toujours fait peur. Néanmoins, j'ai mis des œillères comme tout le monde. Je me suis rendue à mon mariage, je savais intimement que c'était une connerie. Il y avait eu tellement de signes ces derniers temps pour me montrer que j'allais me prendre ce mur. La veille de mon mariage, j'étais en larmes dans la salle de bain, en train de me demander ce que je pouvais faire, qu'il y avait tous mes invités qui avaient fait 500 kilomètres, toute ma famille qui était là, dont une partie chez moi, et que je me voyais pas leur dire bah salut, c'est annulé, on rentre.
Tu vois? Toujours cette peur du regard de l'autre, d'être rejeté. Et pourtant, tous les signes étaient au vert pour me dire que j'allais me prendre un mur. Mais j'y suis allée quand même et j'ai eu besoin de faire cette expérience et d'avoir 2 enfants. Tant qu'à faire, on y va jusqu'au bout. C'est comme par exemple cette, les tendances. Tu sais, quand on est féru, complètement fan, mais complètement hypnotisé à mettre sur un piédestal des gens, des personnes, et cetera. Au collège, moi j'étais la génération des boys band et donc j'avais mes amis qui avaient des posters et qui connaissaient tous les noms et qui rêvaient de rencontrer, qui étaient amoureuses de ces hommes-là, et cetera, de cette image et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Donc forcément, en plus, je me sentais en décalage, mais je ne comprenais pas parce qu'on ne les connaissait pas, parce que c'était pas une réalité. Il n'était pas vrai. Et c'est toujours ce décalage entre admiration et dans ce qu'on montre, et après, à un moment donné, la réalité. Moi, je vois toutes ces incohérences de choses, quand je veux bien les voir, bien entendu. Et à un moment donné, ça m'explose la figure. Dire: «OK, attends, là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, puis là, il dit ça, mais là, il y a ça, et il y a c'est pas cohérent. Ce n'est pas l'image que l'on montre». Et c'est bien cette différence, entre la réalité et ce que l'on cache. Et moi, ce que j'aime, c'est justement aller voir ce qu'on cache. Moi, j'adore, je suis complètement fan de mes clientes, mais pas pour ce qu'elles montrent, c'est justement avec ce qu'elles ne montrent pas, avec ce qu'elles cachent et qu'elles commencent à mettre en lumière. C'est d'aimer dans ce tout, pas dans cette apparence. Et j'ai toujours eu cette peur de cette, superficialité. Du coup, de temps en temps, bah, on met ses œillères parce que c'est vachement plus facile à vivre aussi. Donc je ne suis pas, une groupie de quelqu'un de connu, que j'admire, de manière inconditionnelle. En revanche, c'est revenir aussi à s'émerveiller sur un lever de soleil, sur une plante, sur un rire. C'est revenir ici et maintenant sur ce qui nous anime, nous, au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on pense devoir faire pour la société ou ce que les autres attendent de nous, ou de ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce qu'on peut basculer entre ce mal-être, ce besoin d'être vu, entendu, cette peur du rejet, cette peur d'être en dehors de cette société et cette prise de conscience, cette désidentification, c'est comprendre que je ne suis pas cette râleuse ou cette chieuse. Ça, c'est une étiquette que les autres vont nous mettre. Pourquoi? Parce qu'on vient montrer du doigt des choses qui dérangent, des choses peut-être vraies ou fausses. La notion de vrai et de faux est complètement subjective et personnelle. On a tous notre propre réalité et notre propre vérité. Mais c'est celle qui vient pointer du doigt, dire ça va pas. Ou qui vient, quelque part, sortir de cette illusion. Et ça dérange parce qu'on aime bien être justement dans nos œillères. Et quand on vient nous dire, mais non, c'est pas la seule réalité. Il existe d'autres choses, et puis regarde, ça c'est incohérent, puis là ça va pas, puis là c'est. Ça gêne. Et ça dérange. Mais on n'est pas cette étiquette. C'est déjà intégrer ça. C'est que ce sont des archétypes liés à une blessure. C'est que ce sont des projections de l'autre et des projections que l'on a de nous-mêmes. Moi, longtemps, j'ai cru que j'étais cette emmerdeuse et cette chose, et de temps en temps, quand je dois ouvrir la voie, seule, la première, pour oser dire que quelque chose ne va pas, pour oser réclamer un contrat qui n'est pas honoré, et de dire non, là, le deal, il n'est pas respecté. Bien sûr qu'en face, je suis vue comme la chose et que moi-même, je me dis, eh merde, je vais encore devoir l'ouvrir, je vais encore devoir rentrer peut-être dans une procédure plus longue, peut-être dans des mises en demeure, peut-être dans. Oui, je peux avoir moi-même ce sentiment d'être cette chose. Mais en même temps, c'est se battre pour une équité, se battre pour ce qui est juste pour nous. Il y a un contrat, il y a un deal. On nous a promis quelque chose. Si ce n'est pas tenu, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas toujours obligé d'aller mordre, surtout. J'en parle d'ailleurs dans ma newsletter La Lettre de Lune, si tu veux t'abonner, en dessous, qui est parue du coup au moment où je tourne cette vidéo que je viens de publier, celle du mois d'août. Mais on a le droit aussi de choisir, de laisser tomber, de se dire ok, ça ne m'appartient pas, moi j'ai fait ma part, le reste, stop.
C'est vraiment personnel et c'est pas systématique. C'est un jeu. Mais en tout cas, déjà, c'est de se désidentifier, de se dire, je ne suis pas ça, car je ne suis pas ma blessure. Ma blessure est là, elle a été activée. Ce n'est pas une fatalité qu'elle vienne me bouffer la vie et que je sois dans ce truc de soit autocritique tout le temps, soit dans cette explosion constante. Ce n'est pas une fatalité. Et on peut évoluer et on est là pour évoluer et heureusement. Donc c'est déjà de mettre de la conscience là-dedans et de prendre du recul. Et enfin, cette dernière partie, c'est comment on réhabilite cette chose. J'ai envie de l'appeler l'emmerdeuse alignée. C'est être la chieuse, mais ce n'est pas râler pour râler. Ce n'est pas exploser pour être entendu et se sentir entendu ou vu. C'est simplement mettre en lumière ce qui est caché, ce qui est refoulé, ce qui a besoin d'être dit, mais pas dit pour blesser l'autre, pas pour attirer l'attention à soi, pas par reconnaissance, besoin de reconnaissance extérieure, mais simplement de reconnaissance intérieure. Moi, là, ça, c'est pas OK. Moi, à l'intérieur de moi, je ne suis pas d'accord. Ou je vois ça, ou je vois telle incohérence, ou mais attends, tu dis que ton travail ne te convient pas, que tu en as marre, etc. Et tu nous lis, ça fait 3 heures que tu nous parles de cela. Mais est-ce que tu cherches autre chose? Est-ce que tu as essayé de communiquer avec ta hiérarchie? Est-ce que tu as même voilà, de postuler ailleurs, etc. Que fais-tu pour changer ça? Et c'est oser, parfois, pointer du doigt ce qui peut déranger, mais d'être dans le je ressens. Là, ce jour-là, j'ai été blessée de. C'est de revenir dans son propre pouvoir. De dire, bah là, cette situation ne me convient plus. Donc je préfère l'arrêter. C'est accepter d'inconforter un groupe. Parce que lorsque l'on est dans un groupe, quand on est celui qui prend la parole, forcément, c'est ce que je disais au début, cela peut déranger. C'est oser dire, voilà, stopper une collaboration. Dans le domaine business, c'est aussi de dire, bah là, aujourd'hui, cette collaboration ne me nourrit plus, ne me convient plus, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai prévu justement une porte de sortie dans mes conditions générales de vente, dans un contrat d'engagement, etc. Est-ce que je décide que non, quand on est engagé, quand on a signé, c'est jusqu'au bout? C'est un choix, c'est une posture. Mais c'est aussi de se questionner, de oui, je me suis engagée, mais oui, j'ai le droit aussi de dire non, j'ai le droit de revenir en arrière. Et c'est s'autoriser ça aussi. Toujours, pas par réaction, pas par flemme, pas par envie d'inaction, peur de l'action, mais vraiment pour revenir à soi, ce qui nous anime nous, notre élan intérieur. C'est aussi défendre ses propres limites et poser ses limites aux autres. Et ça, c'est super important, même si c'est très inconfortable aussi, surtout quand ce n'est pas notre mode de fonctionnement naturel, parce qu'on a développé, puisqu'on a mis des masques pour correspondre à je veux être aimé par tout le monde. Alors aujourd'hui, cette chose affranchie, tu peux l'appeler la libre, la révélatrice, l'emmerdeuse alignée. Quel que soit son nom, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour l'incarner? Pour qu'elle devienne de plus en plus légitime, même si oui, on peut faire grincer les dents en face, mais là, ça ne nous appartient plus. C'est la responsabilité de l'autre. Maintenant, prends de quoi noter et voici quelques questions à te poser pour t'aider à basculer justement vers cet alignement. Quand tu as peur d'être une chieuse, est-ce que tu es dans la plainte, comme la râleuse? Est-ce que tu es dans la douleur, comme la blessée, ou dans l'alignement? Ça, c'est une première question, pour savoir qu'est-ce qui fait que tu as envie de parler et de communiquer aux autres. Quelle est cette base? Est-ce que c'est pour critiquer? Est-ce que justement c'est parce que tu t'es sentie blessée? Ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment cette ouverture de dire: «Non, là j'ai besoin de me positionner»? Attention, la colère est quelque chose de sain, contrairement à ce que l'on pense, lorsqu'elle n'est pas justement dans cette explosion. Cela peut être un moteur de: «Effectivement, je me positionne», mais avant que ce soit l'explosion et que l'on devient toute rouge et hystérique. C'est vraiment avant de dire: «Non, là je ne suis pas d'accord et je n'accepte pas d'entendre ça» ou «Ces propos me dérangent», voilà, à trouver la formulation aussi, souvent avec le jeu et cetera, en communication non violente, mais
voilà, de trouver de quelle manière ça nous anime, voilà, on a le droit de s'insurger des choses, mais sans être dans cette colère, explosive, mais être vraiment dans cette colère aussi froide, dire: «Là non, là je n'accepte pas, cette situation ou ce qui se passe» ou voilà, peu importe le domaine. Deuxième question: quelle est ta plus grande peur? Est-ce que c'est celle du jugement, de l'exclusion ou de décevoir? Ça peut être précieux à te demander quand tu te dis: «Ah mince, j'ai encore été lâcheuse». Et enfin, quelle petite action peux-tu poser aujourd'hui pour exprimer un besoin sans culpabilité? Car c'est ça aussi, c'est exprimer ses besoins et poser ses limites. Ça peut être des petites choses, des petits challenges, parler, à une personne, exprimer juste: «Voilà, j'ai besoin de ça. Tiens, j'ai besoin aujourd'hui de prendre 10 minutes pour moi, pour m'écouter une vidéo et noter ce qui me vient pour faire mon journaling». Ça peut être très simple, mais c'est un premier pas pour prendre conscience et avancer sur son cheminement, pour être justement dans cet alignement de ce qui est juste pour soi. Le reste appartient aux autres. Voilà, je t'ai parlé des archétypes, des blessures qui se cachaient derrière ce sentiment d'être la chieuse de service et surtout comment la faire évoluer, comment prendre ce recul que rien n'est une fatalité. Car oui, j'apprends à être cette chieuse aussi. Pas celle qui critique pour exister, pas celle qui explose parce qu'elle n'en peut plus. Celle qui ose mettre des mots sur l'invisible. Celle qui préfère voir clair que de se voiler la face. Celle qui enlève ses œillères. Car je suis celle qui te trouvera extraordinaire. Non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu caches encore. Et je ne suis pas la seule, heureusement, et que on peut t'aimer et on peut être aimé pour tout ce que l'on est, et pas juste la petite fille modèle, bien sage, qui fait à tout ce qu'on lui dit, et qui supporte, et qui grince les dents, et qui se tait. Alors bien sûr, moi c'est lié aussi à ma croix d'incarnation en Human Design, qui est là justement pour divulguer en douceur ce qui est caché et ce qui est tu. Mettre de la lumière dessus. L'Human Design est un outil de connaissance de soi. Tu verras, j'ai d'autres vidéos là-dessus si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos et rejoindre notre groupe Telegram que je viens de mettre à jour, dans lequel tu vas pouvoir poser des questions, on va pouvoir discuter, je vais te partager aussi d'autres prises de conscience, d'autres avancées, et on va pouvoir aussi célébrer ensemble nos victoires parce que c'est précieux. À très vite!